Bonjour, bonjour. Bienvenue sur la chaîne de Lynn Loisirs et ses passions. Comment allez-vous? Aujourd'hui, je vous fais un papotage en commençant les rives de jade. Mais en fait, j'ai commencé un petit peu. Je travaille sur deux couleurs, là, le 27, là, qui est cette grande section jaune, puis le 01, qui est ce symbole-là. J'alterne une aiguillée de chacun, puis là, ben, il me reste encore 3-4 aiguillés à faire pour faire mes points, là. Puis j'ai décidé, ben, je voulais en faire quelques-uns avant, pour que vous ayez de quoi avoir de plus intéressant. Avant de vous installer, ben, vous dire, c'est une toile que j'ai reçue de Outdoor Tile. Vous allez trouver en description le lien pour cette toile, ainsi qu'un code rabais de 15%. Vous avez vu le déballage lundi dernier. Je veux juste vous montrer comment je suis installée. La toile est très large, hein, elle est très large et très haute. Elle fait plus qu'un mètre de haut. Alors là, ben, attendez, je vais essayer de vous montrer comment je suis installée. J'ai roulé le reste de la toile. Puis je l'ai attaché parce que je l'ai attaché avec mes grosses pinces. Puis là, ben, je l'ai mis dans mon Q-Snap. Alors là, vous voyez tout le rouleau ici. Puis mon Q-Snap, ben, il est attaché dans mon support Larry sur le coin. Puis je suis bien installée comme ça. J'ai commencé dernièrement à ne plus replier mes toiles, à les rouler, mes grandes toiles, étant donné que j'ai besoin de les rouler pour pouvoir les mettre là-dedans, pour pas que ça traîne à terre. Puis, fait que je voulais vous montrer ça. Puis là, ça va être un petit peu spécial aujourd'hui. Bon, d'abord, je vais vous mettre sur pause. Je vais vous dire que ça va être un petit peu spécial. Pourquoi ça va être un petit peu spécial? Je vais vous mettre sur pause, vous installer comme il faut, puis ensuite, ben, je vous jase ça. Bon, alors, fait que là, bien, c'est pas super compliqué à faire. Fait que je peux vous jaser tranquille. Moi, d'abord, vous dire que la toile, elle est super bien imprimée. Ça travaille très bien. Puis, puis là, ben, rouler comme ça, je suis correct. Fait que la toile traîne pas à terre, c'est pas trop lourd, ça fait que... Puis là, ben, je l'ai installé. Je suis pas du côté face à moi le plus étroit. Le face à moi, c'est le côté plus large. Puis comme ça me permet vraiment de travailler, là, mes lignes horizontales. J'aime pas faire des lignes horizontales dans le sens du plus étroit, là. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je veux que mes lignes aillent avec la plupart des lignes horizontales du patron. Fait que le ciel, puis les montagnes, puis l'eau. Alors, c'est tout plus des lignes horizontales. Fait que je veux pas avoir à faire des lignes verticales. Ben, qui se trouveraient être verticales si je le tournais de côté, en tout cas, vous comprenez. Bon, j'ai décidé aujourd'hui, je file placoteuse, puis étant donné que j'ai pas super de choses à vous raconter, ben j'ai décidé de vous raconter une histoire. Il était une fois. Non, c'est une histoire vraie, mais en fait, c'est de l'histoire du Québec. Ça fait partie de l'histoire du Québec. Je vais vous parler de l'Expo 67. Alors, pour les Québécoises, elles savent de quoi est-ce que je veux parler. Pour les Françaises, peut-être qu'il y en a qui ne savent pas exactement de quoi je veux parler. En 1967, il y a eu une exposition universelle à Montréal qui a duré exactement 6 mois, du 28 avril au 27 octobre, et qui a vraiment eu énormément de succès et qui a apporté des changements profonds sur la structure sociale, en fait, du Québec. Je m'explique. Euh, Premièrement, bien, avant 1967, Montréal était considéré comme le parent pauvre du Canada. Quand on pensait au Canada, on pensait à Toronto, qui est à la métropole en Ontario,
On pouvait penser à Vancouver, qui était une ville très prospère de l'Ouest canadien. Ottawa était la capitale du Canada. Mais Montréal, économiquement et culturellement, était comme mis de côté, étant donné qu'on était dans une province francophone, entourée d'une multitude d'anglophones. Euh, Puis on était comme, je devrais dire, carrément snobé par le reste du Canada. Et on n'était pas vraiment reconnu comme ville. Ben, en tout cas, Montréal n'était pas reconnu comme ville et Québec n'était pas vraiment reconnu vraiment comme euh, une province francophone. Euh, à l'époque, euh, il fallait absolument parler anglais pour avoir un emploi à Montréal. Et puis il y avait bien des emplois qui étaient unilingues anglais. Alors, ça a bien changé depuis. Mais les boss, les cadres des entreprises, tout ça, c'était tous des anglophones. Alors, puis ça a eu aussi un effet d'ouvrir le Québec sur le monde. Fait que je vais vous parler de l'histoire de l'Expo 67, en commençant par vous parler du maire de Montréal de l'époque, qui était Jean Drapeau. Jean Drapeau, c'était un maire très coloré, qui avait de très grandes ambitions pour Montréal. C'est le père de l'Expo 67 et des Jeux olympiques de 1976 qui sont déroulés aussi à Montréal. Alors, c'était un homme qui n'avait pas peur des défis. On ne peut pas dire que c'était un grand démocrate, mais si je voulais le comparer à un homme politique français, euh, je trouve qu'il ressemblait beaucoup au niveau caractère à Charles de Gaulle. Alors, il avait très confiance en lui. Euh, Comme disait mon père, quand il parlait de Jean Drapeau, il disait il réunit son conseil d'administration et il décide. Alors, c'est lui qui décidait, puis alors, c'était pas un homme très ouvert sur les discussions, puis tout ça, lui décidait. Mais enfin, il a fait des grandes choses pour Montréal, il a fait des moins bonnes choses pour Montréal. C'est un maire qui a été très contesté, mais ce qu'il a fait de très bon, c'est entre autres la construction du métro de Montréal et l'Expo 67. On peut dire les Jeux olympiques aussi, quoique les Jeux olympiques ont été très déficitaires, puis on les a payés longtemps. Le stade olympique a été payé longtemps par on le paye encore par les contribuables québécois. En 1959, il y a eu un concours pour décider quel pays recevrait la prochaine exposition universelle. Le pays qui a remporté le concours, c'est URSS. L'exposition 1967 devait se dérouler à Moscou. Jean Drapeau, qui avait présenté la candidature de Montréal pour l'exposition, était excessivement déçu. Mais il y avait tout déjà le terrain de prévu sur l'île de Montréal. Vous savez, Montréal, c'est une île. Et puis, bon, c'était très décevant pour lui. Enfin. Et là, bien, en 1962,
Bon, vous savez, au début des années 60, il y a eu beaucoup de tensions entre, c'était la guerre froide, il y a eu beaucoup de tensions entre l'URSS et les États-Unis. On parle de la crise des missiles à Cuba. En 1962, l'URSS s'est retirée pour faire l'exposition à cause des tensions politiques et du fait que ça apportait beaucoup, au niveau économique aussi, ça apportait des tensions en URSS. Le maire de Montréal, quand il a appris ça, il a fait ni d'une ni de deux. Il a dit, ben, on est prêt à prendre la balle au bond et à faire l'exposition à Montréal. Sauf que, bon, bien, il a dit ça comme ça, là, puis il était sérieux, mais les gens qui avaient comme fait la planification pour l'exposition universelle de 1967, mais qui l'avaient faite en 1959, ils ont dit... ils ont sauté au plafond, les autres, ils ont dit, ben voyons donc, on peut pas, là, je veux dire. D'abord, ça leur avait enlevé 3 ans pour faire la préparation de l'exposition universelle, parce que là, on était en 1962, et 3 ans sur... puis là, il en restait plus rien que 5. Alors, 3 ans sur 8 d'enlever, c'est comme beaucoup là, pour la planification de l'exposition universelle. Et... problème supplémentaire, c'est que le grand terrain qui avait été planifié d'être utilisé, qui était un terrain qui appartenait à la ville, qui était planifié pour l'exposition de 1967, bien, étant donné qu'il avait été décidé qu'il n'y en aurait pas finalement, bien, le terrain avait été subdivisé et vendu en lots à des entrepreneurs immobiliers qui construisaient des immeubles sur le terrain en question. Un instant, je vais vous mettre un instant. Alors, fait que là, mais il y avait comme 2 gros problèmes. Il y avait 3 ans de moins, 3 ans de gruger sur l'échéancier de 8 ans. Et il y avait plus de terrain pour faire pour mener l'exposition 67. Jean Drapeau, lui, il était comme, OK, ben on va trouver une solution. Ben, les gens ont dit, oui, ben, écoutez, là, c'est pas une petite exposition, là, ça va prendre de la place, ça prend des grands terrains, et puis tout ça. Alors, Jean Drapeau, il a dit, OK, ils ont fait des études, puis il a décidé que il n'y en avait pas de terrain, bon, on va en faire un terrain. Ça veut dire quoi? Faire un terrain. Entre l'île de Montréal et la rive sud de Montréal, il y avait déjà une île qui était là, qui était pas très grande, c'était l'île Sainte-Hélène. L'île Sainte-Hélène, était comme à peu près pas occupée, sauf par un fort qui avait été utilisé par les Français pour se protéger des Iroquois. Alors, il y avait un fort qui était sur l'île Sainte-Hélène, mais sinon, il n'y avait rien. Sauf que l'île Sainte-Hélène n'était vraiment pas assez grande pour l'exposition 67. Alors, le maire de Montréal, il a dit, on va faire une autre île à côté de l'île Sainte-Hélène. OK. Alors, faire une île dans le fleuve Saint-Laurent, à partir qu'il n'y a rien, là, puis ils ont décidé qu'ils allaient faire une île assez grande
pour mener l'exposition 67, il fallait être effronté. Alors là, bien, les ingénieurs se sont mis à l'œuvre, puis là, ils ont commencé à compter comment ça prendrait de temps pour d'abord faire une île, là, je veux dire. Puis ensuite, mais c'est pas juste faire l'île, là, c'est amener le réseau routier autour pour amener les visiteurs sur l'île. Euh, puis ensuite, avoir fabriquer les pavillons, etc., etc. Eux autres, avec leur méthode qu'ils utilisaient à ce moment-là pour planification de projets, ils calculaient que ça prendrait 7 ans pour tout faire ça. Jean Drapeau, il a dit non, il faut que ça s'ouvre au début du mois de mai 1967. Ça fait que vous avez 5 ans, organisez-vous. Oui, mais ils ont dit même si. Mais là, ils ont utilisé une nouvelle méthode de gestion de projet qui s'appelait. En fait, je ne me souviens pas du nom exact du méthode de gestion de projet. Mais en gros, c'était une méthode qui était axée sur les goulots d'étranglement. Autrement dit, c'était une méthode qui permettait de travailler sur plusieurs sections du projet en parallèle et en mettant de l'emphase sur les goulots d'étranglement pour diminuer les goulots d'étranglement, faire en amont le plus de choses possible, diviser parce qu'il y a aussi la question de main-d'œuvre, là, puis bon, ben pendant qu'ils construisent l'île, ben ça prend des gens qui sont des ingénieurs civils pour fabriquer l'île, puis tout ça, puis des tracteurs, puis des camions pour transporter la terre, puis tout ça. Une partie de la terre qui a été transportée pour faire l'île, il y avait la construction à ce moment-là aussi du métro de Montréal. Alors, le métro de Montréal, bien naturellement, il devait creuser des trous. C'est le métro. Alors, alors ils ont utilisé, entre autres, la terre qui était sortie des trous du métro de Montréal, de la construction du métro de Montréal, pour fabriquer l'île. Puis ils sont allés chercher de la terre ailleurs aussi parce qu'il n'y en avait pas assez juste avec la terre du métro de Montréal pour aller tout construire les îles. Fait qu'ils ont utilisé une nouvelle méthode de gestion de projet pour être sûr d'arriver arriver au à l'échéancier du début du mois de mai 1967. Pour amener les gens sur l'île qu'ils construisaient, qu'ils l'ont appelée l'île Notre-Dame, ils ont privilégié l'utilisation du métro. Alors, le métro qu'ils construisaient, mais ils ont fait une partie du métro qui liait l'île de Montréal à la rive sud de Montréal, avec un arrêt sur l'île Notre-Dame. Alors, les touristes pouvaient se rendre facilement sur l'île Notre-Dame à l'exposition en partant soit de l'île de Montréal ou de la rive sud de Montréal pour se rendre à l'exposition. Alors là, ils ont construit l'île Notre-Dame. Il y a eu en parallèle, mais il y avait la construction du métro de Montréal qui au départ avait 3 lignes.
Maintenant, il y en a 6 ou 7, je pense, 6 lignes, mais puis les lignes sont beaucoup plus longues, mais il y avait 3 lignes dont une petite, très courte ligne qui, elle, faisait seulement du centre-ville de Montréal, l'île Notre-Dame et Longueuil, qui est sur la rive sud de Montréal. Puis, c'est ça. Là aussi, c'est qu'ils ont fait des constructions au niveau des autoroutes pour amener les touristes, pour être sûr de pouvoir amener les touristes. Le- L'évaluation, le maire de Montréal calculait que s'il y avait 15 millions de touristes durant les 6 mois de l'exposition, que ce serait un succès. Il y a eu 50 millions de touristes durant l'exposition 67. Ça a amené beaucoup de défis. Bon, moi, j'avais 7 ans à l'époque, je me souviens. L'Expo 67, il y avait un total de 90 pavillons. 90 pavillons et je vous dirais, il y avait peut-être une quarantaine de 40-45 pavillons qui étaient des pavillons de pays ou soit de provinces canadiennes ou... alors la France, naturellement, était représentée. C'est un pavillon qui est encore debout, je crois. La Grande-Bretagne était représentée. Mais on avait l'URSS était représentée. S'il y avait eu, il n'aurait pas été aux États-Unis, mais elle pouvait aller au Canada. Le Canada était considéré comme plus neutre. Fait qu'il y avait un pavillon pour l'URSS. Il y avait un pavillon de l'Iran. Il y avait un pavillon pour la Grèce, l'Italie. Alors, il y avait plusieurs pavillons de pays. Et il y avait aussi des pavillons thématiques. Donc, entre autres, le pavillon du téléphone, qui était plus connu comme le Cinéma 360, qui présentait un film qui était sur... On était comme debout dans le milieu et l'écran de cinéma faisait tout le tour sans arrêt autour de nous. Alors, puis c'était un film sur le Canada, puis je me souviens, on, on avait l'impression de faire partie, parce qu'à un moment donné, le film, il montrait comme on était dans un défilé de la Gendarmerie royale du Canada, puis on était comme, il y avait un carrosse devant nous, puis il y avait des chevaux de la Gendarmerie royale de chaque côté de nous et en arrière de nous, fait qu'on était comme si on était à travers la parade. Euh, je me souviens de ce pavillon-là, puis pourquoi c'était le pavillon du téléphone, c'est qu'il y avait le film, mais en sortant, ben, il nous montrait toutes les nouveautés dans les téléphones, dont, entre autres, les tout nouveaux téléphones à, à clavier avec les petites touches carrées, là, comme on a connu après, là, parce qu'à l'époque, on était encore avec les téléphones, avec la roulette où est-ce qu'on tournait, puis... euh, alors, il y avait les pavillons, puis pour se déplacer, bon, il y avait un stationnement, naturellement, sur l'île de Notre-Dame pour aller à l'expo, mais il encourageait beaucoup les touristes à utiliser le métro. Pour se déplacer dans l'Expo 67, on avait euh, l'Expo Express, qui était un train sur rail
Ce qui était drôle, c'est que l'Expo Express, c'était un train qui était tout à fait automatisé. Il n'y avait pas besoin de, il y avait pas besoin de conducteur, mais les gens, ils étaient très méfiants. Alors, ils avaient mis un conducteur factice à l'intérieur du métro, où est-ce il faisait absolument rien, mais les gens étaient réconfortés. Ben, ils se doutaient pas que c'était un train qui était automatique, qui était, puis là, ben, le conducteur, entre guillemets, était à l'avant du train juste pour réconforter les touristes. On avait les mini-rails qui étaient des petits trains, des petits wagons ouverts où est-ce qu'on pouvait s'asseoir quatre par wagon euh, qui se, qui se déplaçaient sur des rails qui étaient surélevés puis qui nous permettaient de voyager à travers se déplacer à travers les différents pavillons. Puis même, ça rentrait dans deux pavillons, le pavillon de l'Ontario puis le pavillon des États-Unis. Le pavillon des États-Unis, c'est vraiment un des pavillons icônes de l'Expo 67. Il est resté longtemps debout après l'Expo 67. Et c'était une biosphère, alors c'était une sphère géodésique, puis on pouvait rentrer avec les mini-rails dans le pavillon, puis en ressortir. Une partie de l'Expo 67, c'était aussi la Ronde, qui était un parc d'attractions qui était sur l'île Sainte-Hélène, parce que l'exposition se déroulait sur l'île Notre-Dame et sur l'île Sainte-Hélène. Alors, on avait la Ronde avec c'était un parc d'attractions avec différents manèges. Puis à la Ronde, sur le site de la Ronde, il y avait un aquarium et il y avait aussi un spectacle de dauphins. Petite histoire triste à ce sujet. Après l'Expo 67, il y a beaucoup de... Bon, la Ronde est encore ouverte. Puis, il y a plusieurs... L'Expo 60... Il y a eu... Après l'Expo 67, il y a des pavillons qui sont restés ouverts une couple d'années, puis qu'on pouvait encore aller visiter les années suivantes. Et, puis une des grandes attractions, c'était le spectacle des dauphins. J'ai un souvenir, mon grand-père maternel est venu à Montréal en 1968 et mes parents l'ont amené voir le spectacle des dauphins. Mon grand-père, écoutez, là, je veux dire, il a connu... écoutez, il n'était pas sorti souvent, il venait du Lac-Saint-Jean, il était pas sorti souvent chez lui, tout ça. Et il avait été tellement émerveillé par ce spectacle-là. Il avait dit à ma mère, et que je te remercie de m'avoir amené là, ici. Là, il était comme un enfant, là. Puis ma mère, je sais que ça restait un souvenir pour elle qui était précieux parce que son père avait été tellement émerveillé de voir le spectacle des dauphins. Mais petite histoire triste, c'est que quelques années plus tard, le spectacle des dauphins a continué. Puis, le spectacle des dauphins se déroulait euh, durant tous les étés, puis durant l'hiver, mais les dauphins étaient amenés dans une autre place, puis, mais je me souviens pas s'ils faisaient l'hiver. Enfin, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'un été, il y a eu, je pense qu'il déroulait toute l'année les spectacles de dauphins. Il y a eu une grève des cols bleus à Montréal.
Puis l'École bleue, il était responsable de pour pas l'aquarium, mais le centre où il y avait le spectacle des dauphins. C'était eux autres qui étaient responsables de l'entretien et tout ça. Puis étant donné qu'ils étaient en grève, ben, ils ont dû fermer, euh, arrêter les spectacles des dauphins. Il y avait les entraîneurs continuaient à les nourrir, tout ça, mais sauf que des dauphins, eux autres, qui étaient habitués à donner un spectacle, ils aimaient ça, donner un spectacle. Et les dauphins, puis ils étaient nourris durant le spectacle, mais là, on les nourrissait sans qu'ils fassent le spectacle. Ils n'entendaient plus la musique de l'orgue qui jouait pour quand ils sautaient, tout ça. Alors, les dauphins, ils sont morts de faim. Ils se sont laissés mourir. Montréal a par la suite perdu le droit de refaire des spectacles avec des animaux marins parce que ça avait choqué, les responsables, là, je veux dire, qu'on laisse mourir c'était vraiment dommage, là. Enfin, petite histoire triste. Bon, alors tout ça pour dire que alors on avait le parc d'attractions à côté, tout ça, puis il y avait des spectacles qui se donnaient dans les pavillons. Comme je dis, il y avait un total de 90 pavillons. Le gros défi qu'il y a eu à Montréal, c'est qu'étant donné qu'il y avait planifié comme environ, comme je disais, le maire de Montréal avait calculé que s'il y avait 15 millions de visiteurs, ça serait un succès. Mais on en a eu 50 millions. Ben, c'est bien beau, là, mais il faut les loger, ces gens-là, là. Ça fait que on a eu des visiteurs du Canada anglais qui avaient jamais visité le Québec, puis qui se sont trouvés à visiter le Québec, à visiter Montréal, à découvrir le Québec. Il y avait les Américains, il y a eu beaucoup d'Américains qui sont venus. C'était facile. À ce moment-là, pour traverser la frontière des États-Unis au Canada, on n'avait pas besoin de passeport, juste de pièces d'identité. Euh, il y avait beaucoup d'Européens qui sont venus. L'Expo 67 avait trouvé une façon ingénieuse de promouvoir les différents euh, pavillon, c'est que les gens, quand ils s'achetaient une passe pour une journée, ou la plupart des gens, parce que c'était tellement grand, c'était impossible de visiter, de faire tous les pavillons en une journée, là, je veux dire. Puis surtout qu'il y avait beaucoup de monde, fait qu'il y avait beaucoup de files d'attente, tout ça. Alors les gens se prenaient un passeport, ils appelaient ça un passeport pour une semaine. Et le passeport, mais à chaque fois qu'ils visitaient un pays ou un pavillon, bien, on étampait le passeport euh, du sceau du pavillon ou du pays ou du pavillon thématique. Alors, euh, euh, fait cocasse, bon, ben, premièrement, ils ont eu de la difficulté. Il y avait des hôtesses pour l'Expo 67. Un des grands défis qu'ils ont eu, c'est qu'il fallait qu'ils trouvent des hôtesses qui parlaient au moins deux langues, le français et l'anglais. Les Québécois parlaient plus ou moins l'anglais, la plupart. Puis les anglophones à Montréal, ben, ils parlaient pas du tout français. Ça a été une difficulté. À l'époque, c'était le temps des mini-jupes.
Alors, le costume des hôtesses a été dessiné par Michel Robichaud et naturellement, ben, on parle de mini-jupe. Je me souviens du petit béret qu'elle portait, puis euh, là, je parlais du difficulté de loger tous ces gens-là. Ben, ce qui fait que beaucoup de gens qui avaient des chambres en plus chez eux ont décidé de louer les chambres à des touristes. Et entre autres, ben, mes parents, bien, on habitait sur la rive sud de Montréal, à quelques kilomètres du métro de Longueuil. Alors, mon père a décidé de louer des chambres. À un moment donné, il y avait comme, je vais vous dire, on avait comme quoi, on avait deux, trois, quatre, cinq chambres en tout. Puis à un moment donné, je pense que ben, on avait un salon qui était fermé, qui fermait avec une porte. On avait une salle de jeu qui. Puis à un moment donné, mais les touristes cherchaient tellement à trouver une place où se loger, là, parce que c'était très difficile, qu'ils étaient prêts à accepter d'être logés dans une salle de jeu où est-ce que ma mère, elle ouvrait des lits pliants, puis il était bien content d'être là. Euh, puis de plus, mais je pense qu'à un moment donné, là, on a eu comme une quinzaine de touristes. Il était comme trois, quatre par chambre et tout ça, parce que c'était soit ça ou ben ils trouvaient pas, là. Puis il y avait un grand terrain sur le côté de la maison de mon père qui lui appartenait pas, qui appartenait à la ville, mais mon père permettait aux, aux Américains qui arrivaient ou aux Canadiens anglais qui arrivaient avec des roulottes ou de se garer là puis de rester sur ce terrain-là. C'était pas permis par la ville, mais disons que la ville était très conciliante. Alors, ça n'a pas causé de problème à mon père. Mon père, il parlait anglais. Il a enseigné l'anglais longtemps au collège. Alors, il comprenait bien. Il était capable de discuter avec les Américains. Ma mère avait plus de difficultés parce qu'elle ne parlait pas du tout anglais. Alors, puis mon père, ben, il offrait la chambre plus le déjeuner. Puis ce qu'il faisait aussi, c'est qu'il servait de taxi parce que c'était à peu près impossible de se stationner dans les alentours du métro de Longueuil. Alors, il offrait ses services comme taxi de chez lui jusqu'au métro de Longueuil. Puis là, il déposait les Américains au métro de Longueuil. Puis quand les Américains revenaient le soir, bien, mon père allait les chercher, puis il les ramenait chez nous. Alors, fait que ça a été un grand succès, cette exposition-là. Et j'aurais aimé être plus. Maintenant, je regarde, je dis, j'aurais aimé être plus vieille à ce moment-là. Parce que je me souviens être allée, mais comme enfant, nous autres, tout ce qui nous intéressait, c'était aller à la ronde. Puis j'ai des souvenirs des pavillons, entre autres de l'Iran, où est-ce qu'il y avait des super mosaïques, tout ça. Puis je veux dire, maintenant, bien, j'aurais aimé ça, pouvoir y aller, puis le visiter, mais je veux dire, ben, j'y allais, mais je n'étais pas intéressée à ce moment-là. Puis j'aurais j'aurais aimé être plus vieille, puis avoir pu pouvoir y aller toute seule, puis avoir pris le temps, puis parce que en 1967, étant donné que mes parents recevaient les Américains, servaient comme hôtel aux Américains, il n'y avait pas grand temps libre pour nous amener à l'Expo 67. De plus, mais c'était cher. Et puis comme je dis, ben, il y avait énormément de monde.
Ça a changé le Québec. Comment ça a changé le Québec? Ça a changé le Québec parce que d'abord, ça a fait une ouverture sur le monde. Euh, il y a beaucoup de... euh, c'est comme par exemple, la gastronomie. Ben, dans les pavillons, par exemple, le pavillon de la Grèce ou le pavillon... euh, il y avait des pavillons arabes ou tout ça. Il y avait des restaurants où est-ce qu'ils servaient de la cuisine typique de ces pays-là. Au Québec, on n'était pas habitué à manger de la cuisine d'autres pays. Alors, on a découvert des mets qui venaient d'autres pays. Ensuite, il y a beaucoup de gens qui sont venus d'Europe, puis qui ont aimé le Québec, qui ont décidé de rester au Québec. Ça a amené beaucoup d'afflux d'immigrants européens. Euh, Puis, ça nous a ouvert ça a ouvert la culture québécoise au monde. Puis aussi, ça a mis Montréal sur la map, comme on dit. Ensuite, après l'Expo 67, ben, si on disait qu'on venait de Montréal, ben, les gens, ils savaient, ah, l'Expo 67, c'était connu, là. Alors, Montréal a été reconnu après l'Expo 67 à cause de la popularité que cette exposition-là a eue. Ça a eu des retombées au niveau des retombées économiques. Bon, les retombées si on regarde, là, je regardais tantôt sur Wikipédia, puis il disait que la construction de l'Expo 67 et les coûts que ça a engendré là, de gestion, de gérer, puis tout le personnel, puis etc., mais on peut dire que c'était 440 millions. Euh, mais ils ont eu des revenus seulement de 201 millions, je pense. Mais à cause de tous les revenus dépasser ça, là. Alors, c'est 201 millions sur l'Expo 67 qui ont eu comme revenu, mais ça a amené des revenus au Québec, à l'île de Montréal, à cause de tous les touristes qui sont venus, qui se sont logés à Montréal, puis ils disent que ça a des revenus au-dessus d'1 milliard de dollars. Alors, même s'ils ont eu un déficit au niveau de l'Expo 67 comme tel, bien, c'est un déficit qui a été amplement absorbé par les revenus qui ont été générés par les restaurants et les hôtels et tous les gens qui ont loué des chambres, etc. Puis il y avait une atmosphère spéciale à ce moment-là. Parce que là, remonté en 1967, c'était le temps de Peace and Love, là. Puis, bon, il y avait la guerre au Vietnam, mais c'était Peace and Love, c'était... euh, les Québécois se sont ouverts au monde. Les gens se sont sentis super bien accueillis par les, les Québécois. Puis, puis il y avait une atmosphère qui était spéciale à ce moment-là. C'est l'année où est-ce que Charles de Gaulle est venu à l'Expo 67 et il est allé pour le 24 juin qui était l'anniversaire, la fête, la Saint-Jean-Baptiste qui est notre fête nationale au Québec et où il a dit une phrase qui est devenue très célèbre. Il était en visite, il devait visiter, il venait à Montréal et ensuite il devait aller à Ottawa pour rencontrer le premier ministre canadien, Pierre Elliott Trudeau à l'époque. Et il y avait le défilé
de la Saint-Jean-Baptiste et Charles de Gaulle sur le balcon de l'Hôtel de Ville de Montréal a prononcé la fameuse phrase Vive le Québec libre. Ça l'a refroidi un petit peu les relations entre le Québec, le Canada, je ne devrais pas dire le Québec, parce qu'il a été acclamé par les Québécois qui, eux autres, rêvaient d'un Québec séparé, d'un Québec souverain. Euh, mais disons qu'il n'est pas allé à Ottawa. Il n'était plus bienvenu à Ottawa. Alors, fait que ça a ouvert le Québec à d'autres cultures, au monde. Ça a fait découvrir le Québec au monde, ça a fait découvrir le monde au Québec, on peut dire. Ça fait que c'était ma petite histoire racontée du mieux que j'ai pu de ce que je me souviens de l'Expo 67. Euh, des défis qui ont été relevés. Oui, l'Expo 67 a ouvert le 28 avril 1967. Il n'y a pas eu de retard. Tous les pavillons étaient construits. Ça a été le pavillon qui a été le plus visité, qui a eu le plus de popularité, c'est le pavillon de l'URSS, bizarrement. Alors, faut dire aussi qu'on ne savait pas grand-chose sur l'URSS. Vous savez, c'était comme assez fermé, on peut dire. Alors, c'était intéressant d'aller visiter le pavillon de l'URSS. Le parc d'attractions La Ronde a été très populaire aussi. Je me souviens, les Américains, ils disaient « je vais venir passer une semaine », puis souvent, ben, il restait 2 semaines parce que ils trouvaient qu'il y avait tellement de choses à voir. Je sais que ceux qui ils vivaient chez nous, ils étaient très contents d'avoir trouvé une chambre aussi proche du métro parce que beaucoup d'Américains, beaucoup de touristes, en fait, je peux dire, ont dû euh, prendre des hôtels ou des chambres dans des villes beaucoup plus loin de Montréal parce qu'il n'y avait absolument rien sur l'île de Montréal comme hôtel. C'était excessivement difficile de se loger durant cette exposition-là. Écoutez, euh, la population de Montréal à l'époque était 1,5 million à peu près. Puis là, on a reçu 50 millions en 6 mois, là. Euh, c'est comme... puis c'est pas... le mois de mai puis le mois de juin, il y a eu du monde, mais en fait, les gros mois, ça a été juillet et août, parce que pour contrer les vacances scolaires, pour que les gens venaient durant les vacances scolaires, ben on peut dire juillet et août, là, on a peut-être eu 30 millions de visiteurs. Pour une île, sur l'île de Montréal, qui a 1,5 million d'habitants, c'est bien beau, là, mais il fallait les loger, tout ça. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de touristes qui ont dû prendre des chambres beaucoup plus loin de... Puis même les touristes qui sont venus en, en roulotte, ben les campements, là, pour les roulottes, ils étaient pleins, là, je veux dire. Alors,
Moi, j'ai des souvenirs d'être allé visiter, euh, comme je dis, l'exposition. Il y a certains pavillons qui sont restés ouverts quelques années plus tard. Puis je pense que j'avais comme 14 15 ans quand je suis allée, beaucoup plus tard. Puis je suis allée visiter le pavillon de la Grèce. Puis là, ben, il dansait la danse grecque, puis tout ça. Ça fait que ça a duré beaucoup plus longtemps qu'un an, là, mais tous les pavillons soient ouverts, là, c'est seulement à l'Expo 67. Fait que je vous ai raconté ça pendant que je brodais. Fait que dites-moi si ça vous intéressait de connaître un petit peu de l'histoire relativement récente. Parce que l'Expo 67, ça fait quoi, 57 ans? Alors, c'est relativement récent euh, du Québec. Euh, puis, moi, je suis... moi, ce que je retiens de ça, c'est du... Excusez, mais en l'expression québécoise, du front de bœuf. Autrement dit, de du ben pas le courage, de la témérité qu'a eu Jean Drapeau d'accepter l'exposition 67 en 1962 avec tous les défis que ça apportait, puis qui a été capable de relever ces défis-là. Moi, je me dis qu'il devait y avoir des ingénieurs, des responsables de projet durant les années précédant l'Expo 67 qui n'ont pas dû dormir beaucoup. Parce que c'était des échéanciers super serrés. Puis, comme tout projet de construction, mais vous savez que vous avez toujours des imprévus. Puis, alors, mais disons qu'à ce moment-là, les entrepreneurs en construction, ils ont fait de l'argent ces années-là parce qu'ils recherchaient tout ce qu'il y avait comme entrepreneurs de construction, de voirie, ils étaient tous réservés pour l'Expo 67, puis ils étaient prêts à payer le prix pour qu'ils travaillent. Il y a eu beaucoup de travail qui était fait comme 24 heures par jour parce que la construction de l'île de Notre-Dame, c'est fait sur une base de 24 heures par jour. Surtout que durant l'hiver, il y avait des moments où ils ne pouvaient pas travailler. Mais c'était tout un défi d'amener toute cette terre-là dans le fleuve Saint-Laurent pour pouvoir bâtir une île, construire une île de rien, là, je veux dire. Fait que moi, j'ai beaucoup d'admiration pour des gens comme Jean Drapeau, mais qui ont dû prendre cette responsabilité-là, puis avoir le succès que ça a eu. Moi, j'ai des images dans ma tête. Tantôt, je regardais sur Wikipédia, puis il montrait des photos des différents pavillons, soit de pays ou thématiques. Puis là, je me souvenais, ah oui, ça, je me souviens de ce pavillon-là. Puis ça. Je me souviens pas de l'intérieur, mais je me souviens de certains pavillons, là, mais puis c'est parce que je suis retournée les années suivantes. Mais en 67, probablement, j'ai pas vraiment de souvenir de pavillon, là, mais c'était des souvenirs vagues. J'avais 7 ans, là, je veux dire. J'espère que vous avez apprécié. Là. Je pense que je vais m'arrêter avec mon placotage comme ça. J'apprécie beaucoup travailler sur cette toile-ci. Il me reste une autre aiguillée. Je m'étais sorti les fils. Je dis quand je vais avoir fini, j'ai sorti 3 fils de la couleur 27, 3 fils de la couleur 01. Fait qu'un fil, ça me donne 4 aiguillés. Puis j'ai dit quand je vais avoir fini tous ces fils-là, mais ça va être OK pour cette pièce-là. Ça fait que.
Fait que je vais me faire une autre aiguillée ici pour le 0,1 ici. Puis, puis ça va être tout. Je travaille sur une base de 80 points de large. Fait que je vais faire 80, mais pour aujourd'hui, là, je vais finir cette aiguille-là, puis cette dernière aiguille-là, puis ensuite ça va être fini. Je vous rappelle que vous allez trouver en description le lien de cette toile. C'est une toile que vous connaissez, c'est les Rives de Jade, que j'ai pris la grandeur la plus grande, comme vous me connaissez. Mais c'est pas ma plus grande toile. Ma plus grande toile, ça reste King. Fait que j'ai hâte que quelqu'un se décide à se joindre à moi pour ce défi-là. Je regardais, je disais, pour vous donner une idée, là, cette toile-là, que je pense c'est la plus grande. Ben, je ne pourrais pas vous dire, mais cette toile-ci, les Rives de Jade, on parle de un total de 455 400 points. Puis, à comparer avec Kunming, on parle de 767 040 points. Fait que j'ai quand même 300 000 points de plus sur Kunming. Puis vous savez, je l'aime. Fait que, mais en tout cas, peut-être un jour, quelqu'un va avoir l'audace de se joindre à moi. OK, alors cette toile-ci, vous la trouvez en description. Je remercie beaucoup Outdoor Tide de leur confiance. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Dites-moi en commentaire si vous avez apprécié cette petite histoire du Québec. Un pouce en l'air, ça m'aide toujours. Puis, je vous dis à bientôt. Bye bye.